Module 6, comment jouer ensemble. Bienvenue à la 6e formation du parcours de Worship Central, comment jouer ensemble. Je m'appelle Anaël, je suis musicien et arrangeur basé à Lyon. Alpha m'a invité à vous transmettre ce module en raison de mon travail sur scène avec des groupes comme Glorious et Allegria, et aussi studio, puisque les arrangements touchent à mon travail régulier en studio. J'ai également monté un collectif et un site internet qui s'appelle mariagedeléglise.com et dont la vision est d'amener la louange au cœur des mariages. Dans cette session, nous allons aborder comment jouer ensemble en tant que groupe. On va se pencher sur chaque instrument et sur les questions d'arrangement. Apprendre à découvrir le meilleur de chacun. Introduction. Nous avons sans doute déjà vécu des moments de louange cauchemardesques, en prenant par exemple un chant dans sa mauvaise tonalité, ou en jouant un solo sur une guitare désaccordée, en oubliant les paroles, ou je ne sais quoi. Dans cette session, nous allons examiner comment nourrir et développer notre jeu et comment profiter pleinement de toute la richesse et la profondeur du don que Dieu nous a fait avec la musique, à travers la musique. Nous allons commencer avec les 4 clés principales que chacun de nous doit adopter pour bien jouer ensemble. Ce sera le terme play, P-L-A-Y. P pour practice, premièrement donc s'entraîner. Il arrive parfois qu'on ait l'impression que c'est facile pour des gens qui excellent dans la musique d'en être arrivés là, mais je pense que ce qui est important, c'est de se rappeler qu'on récolte aussi le fruit de notre travail et que beaucoup de choses dépendent de nous. Les Beatles, par exemple, qui est le groupe qui a vendu le plus d'albums au monde, on rapporte qu'au cours lorsqu'ils étaient en Allemagne, ils passaient plus de 8 heures par jour, 7 jours sur 7 à travailler. Et lorsqu'ils sont devenus mondialement connus, ils avaient à leur actif déjà 1200 concerts, ce qui est plus que la majorité des groupes pour toute une carrière. Ils avaient donc appris la discipline du travail. Donc premièrement, si nous voulons exceller musicalement, nous devons répéter. Trouver du temps dans nos vies bien remplies pour travailler nos compétences. Pour certains, cela signifiera travailler ses gammes, pour d'autres ses sons, ou alors profiter d'un trajet pour écouter, étudier et réfléchir au chant à apprendre. En tout cas, on est tous concernés par cette exigence du travail. Un travail régulier a de grands avantages physiques également. On décrit parfois les musiciens comme des athlètes avec de petits muscles, puisque nous nous entraînons régulièrement. Rien que dans nos mains, il y a près de 30 muscles différents qui fonctionnent. Et donc il faut les solliciter régulièrement si nous voulons qu'ils répondent aux ordres envoyés par notre cerveau. L'entraînement a aussi un avantage mental, il habitue les synapses de notre cerveau à répondre pour que notre jeu devienne comme une seconde nature. Les musiciens ne peuvent rien faire sans apprendre et sans répétition. C'est pourquoi il vaut mieux s'entraîner régulièrement même sur des petites périodes plutôt que de laisser de longues périodes d'inactivité. J'ajoute aussi qu'il me paraît important, lorsqu'on le peut, de répéter au maximum dans les conditions. C'est ce qui va permettre de travailler avec un repère concret de la façon dont va se passer le concert de louange. Par exemple au niveau retour ou bien dans le lieu donné, etc. Le second point, s'écouter. Listen. Donc deuxièmement, l'écoute. Nous devons apprendre à écouter. Cela semble évident, mais pourtant, souvent les difficultés viennent d'un manque de communication. Donc en groupe, nous devons être de bons communicants, mais aussi de bons écoutants. Cela peut passer par des signaux clés qui préparent la fin du chant. La répétition du refrain, par exemple, le passage à la batterie seule. Pour vous citer quelques exemples, ça peut être par exemple prendre la position du flamant rose sur une jambe pour répéter un refrain, ou bien montrer le batteur pour qu'il continue à jouer seul avec l'assemblée, ou encore baisser le manche de sa guitare pour indiquer que c'est la fin du chant. Voilà. Ce qui est important, c'est que vous développez votre propre dialecte et que ce soit assez automatique. Bien entendu, toutes ces indications visuelles impliquent que les musiciens gardent les yeux ouverts, spécialement au moment clé des transitions. On a été créé avec 2 oreilles et une bouche, ce qui peut nous rappeler qu'il est important d'écouter 2 fois plus que l'on ne parle. Ce que jouent les autres devrait aussi influencer notre propre abord musical en permanence. Voilà. Nous devons plutôt chercher à compléter ce qui est fait par les autres plutôt que de rivaliser ou de s'imposer. Un moment clé pour l'écoute, c'est le moment des balances. Il est également important que les membres du groupe puissent s'écouter
Et donc, prenez le temps de tester chaque instrument, d'être vraiment à l'aise, pour que vous puissiez avoir suffisamment d'éléments pour jouer avec les autres. Même si ça semble fastidieux, cela aura vraiment des répercussions sur le son d'ensemble. On est parfois tenté de bâcler les balances, mais c'est à vos risques et périls. Par ailleurs, si vous évoluez souvent dans des contextes d'église, avec un groupe complet, le fait d'être en in-ear monitoring vous permettra de jouer au clic, ce qui va solidifier votre groove, la précision, favoriser aussi l'unité et d'écouter plus précisément ce que vous faites ensemble. En configuration un peu plus grosse aussi, vous pouvez imaginer avoir un micro d'ordre qui vous rendra de bons services pour que tout le monde ait une consigne en même temps, pour rappeler les structures, pour fluidifier des moments plus improvisés. Mais écouter demande donc d'être un peu libéré de son jeu, de sa technique, de ses paroles, de ses accords. Et donc cela rejoint le premier point qui était la pratique, mais aussi la communication musicale est bien davantage que ces questions de signaux et dépend des arrangements. Donc on arrive au troisième point, le A pour arrange, faire des arrangements. Faire des arrangements pour un chant de louange et un temps de louange demande un soin particulier, si possible en amont des répétitions pour savoir où on va en répète. C'est d'abord une question de style et d'imbrication. Donc les différents niveaux d'arrangement sont d'abord, le premier niveau c'est le rythme. Il faut d'abord étudier le groove du chant, le motif technique, le motif rythmique régulier qui soutient le chant. C'est la base de toute musique et il est principalement déterminé par la batterie et la basse. C'est comme les fondations d'un bâtiment. Si elles ne sont pas fermes et sécurisées, tout ce que l'on construira dessus sera fragile. Donc il doit être clair, il est particulièrement indispensable que le bassiste et le batteur jouent à l'unisson. Un groove différent donnera toujours une saveur différente à un chant. Un même chant prendra une toute autre tournure s'il est joué sur un groove différent. Par exemple country, ou disco, ou jazz, reggae. La seconde couche au niveau des arrangements est celle donc de l'harmonie. Faites attention à l'harmonie des accords et des notes que joue chaque musicien. L'association de la musique et des accords va fonder le socle sur lequel viendra se poser la mélodie. L'harmonie musicale apporte de la profondeur, du sens et du caractère à un chant. Il est donc important de s'assurer que tout le monde joue les mêmes accords, y compris les enrichissements. Troisième niveau est le motif du chant, ou son gimmick. Un motif est une idée musicale, souvent c'est une mélodie, qui va être intrinsèquement liée au chant. Cela peut être un moyen puissant de capter l'émotion. Souvenez-vous par exemple du motif de piano de Imagine de John Lennon. Il suffit d'entendre les premières notes de ce piano pour reconnaître immédiatement le titre. Tout dans ce motif-là évoque l'émotion de la chanson également. On peut aussi prendre un exemple dans un tout autre style, par exemple la 5e symphonie de Beethoven, qui est indéniablement le motif le plus célèbre de la musique classique avec son reconnaissable pom 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 pom. Ce motif confère au chant sa profondeur et son caractère dramatique. Ensuite, le quatrième niveau concerne la dynamique. Donc la dynamique, sans dynamique, il n'y a pas de musique, il n'y a que des sons. Tous les styles utilisent la dynamique pour faire voyager l'auditeur. Si le chant ne comporte aucune variation et tout le monde joue fort tout le temps, les gens seront rapidement lassés. Nous devons donc construire nos arrangements en connaissance de cause, ajoutant et retirant des parties par moment. Il existe plusieurs plages de dynamique, plusieurs types de dynamique musicale. Par exemple, on peut construire un chant en progression crescendo-décrescendo, par exemple pour annoncer un refrain. Mais on peut aussi fonctionner par paliers, où on va supprimer ou ajouter des parties musicales en fonction des moments du chant. Un élément important dans la dynamique consiste sur le fait de ne pas surjouer son instrument. On dit souvent que les grands musiciens, ce qui les différencie n'est pas ce qu'ils jouent, mais ce qu'ils ne jouent pas. La bonne musique a besoin d'espace, le silence est une forme. Moins est souvent plus. On en vient à notre quatrième lettre, donc le Y de play, yield en anglais, laisser la place. Le meilleur moyen de bien jouer ensemble est de se laisser de la place les uns les autres. Un groupe se forme lorsque des individus s'unissent et mettent de côté leurs ambitions personnelles pour ne faire qu'un au niveau musical. Les meilleurs groupes ont toujours un but musical en commun plutôt que des objectifs personnels. Chacun sait que la somme sera finalement plus grande que l'ensemble des parties.
Eh bien, cet état d'esprit a des répercussions importantes sur la manière dont on joue lorsque l'on se joint à d'autres. Que votre groupe soit un orchestre de 50 pupitres, un groupe de rock, une guitare acoustique et quelques percussions, ou un orgue et une chorale, ce sera le même principe. Cette idée de place est à entendre en termes de parties, mais aussi fréquentiellement. C'est-à-dire dans quel registre est-ce que je joue pour laisser de la place aux autres, etc. Quel spectre sonore j'occupe. Donc, tout d'abord, l'objectif musical et collectif, c'est de jouer en harmonie. Donc, quel que soit votre instrument, le but est de jouer en harmonie avec les autres et pas seulement des sons extraordinaires avec votre instrument. Si cela signifie que le pianiste doit jouer des accords très simples ou que le batteur doit utiliser des ballets, pourquoi pas? Si le choriste doit chanter seulement les refrains, pourquoi pas? Pour vous citer un exemple, quelqu'un a demandé un jour au célèbre chef d'orchestre Leonard Bernstein quel était l'instrument le plus difficile à jouer. Et il a répondu ceci, les deuxièmes violons. On trouve facilement des premiers violons, mais trouver quelqu'un qui joue en deuxième violon avec conviction n'est pas si facile. Pourtant, sans deuxième violon, on n'a pas d'harmonie. Voilà donc les 4 disciplines nécessaires si l'on veut jouer. Practice, listen, arrange, yield. Maintenant, on va voir les différents instruments qui composent un groupe typique. Chacun à sa juste place. La batterie tout d'abord. Pour moi, les meilleurs batteurs sont ceux qui à la fois tiennent la baraque avec personnalité, mais qui également écoutent et répondent, soulignent ce qui se passe et posent les fondations comme un tapis pour les autres musiciens. Donc si vous êtes batteur, votre premier rôle va être de jouer à la régularité du tempo tout au long du chant. Donc le batteur est là pour poser les fondations en gardant la mesure. Donc c'est indispensable de vous entraîner à jouer au clic, au métronome, d'apprendre à être d'une régularité inébranlable. Vous pouvez aussi améliorer votre régularité en apprenant à décomposer le rythme et en comptant, et 1, et 2, et 3, et 4 en même temps que vous jouez. Ensuite, le deuxième point, c'est de faire attention à votre son. Donc bien accorder votre batterie sur laquelle vous jouez. Et quelle que soit la qualité de votre instrument, ce qui va déterminer votre son, c'est la façon dont vous jouez. La régularité va aussi être déterminée par la façon dont vous frappez par exemple votre caisse claire et que chaque coup soit identique, pas un coup, une cadence complètement irrégulière va déstabiliser le reste de l'équipe. Donc de même, pensez à votre équilibre entre vos différents éléments de la batterie, de façon à si par moment vous avez besoin d'insister à la grosse caisse par rapport à la caisse claire ou inversement, vous puissiez le faire. Enfin, il est question de sensibilité. Les plus grands batteurs sont aussi les plus sensibles, attentifs aux dynamiques musicales, au leader et à l'esprit sain. C'est difficile de rester concentré sur votre son et votre tempo tout en étant détendu et ouvert, mais pourtant c'est ce qui fait toute la différence. Les batteurs devraient toujours être en train d'écouter et de regarder. Écouter les autres instruments et répondre à leur rythmique et mélodie, les aider à façonner la musique, regarder celui qui conduit la louange et l'assemblée, être toujours prêt à suivre la dynamique de la louange et faire les appels nécessaires au changement de structure. Deuxièmement, la basse. Donc la basse utilise les fréquences sonores les plus basses et les plus puissantes. De ce fait, le réglage du son est crucial. Prenez le temps d'obtenir un son qui vous plaît et assurez-vous qu'il est parfaitement adapté au reste du groupe. Donc les boutons de réglage de tonalité de vos amplis sont vos amis. Soyez à l'affût des moments qui nécessitent de la délicatesse et des moments où vous devriez jouer avec plus d'énergie et plus de prise sur vos cordes. Votre son doit refléter l'atmosphère, la dynamique et le feeling de la musique. La basse va avoir ce rôle d'ancrage dans les basses fréquences. Donc c'est important d'être assez homogène, quelle que soit la note que vous jouez, qu'il y ait toujours cette sensation d'ancrage. Et accompagner les différents mouvements et de dynamique du morceau, soit par un jeu plus feutré, soit par quelque chose de plus rock, de plus dynamique. Faites également attention au tempo, on attribue souvent ce rôle au batteur, mais il est tout aussi important pour le bassiste d'être dans le temps. Et il est primordial qu'il se cale sur le rythme du batteur, mais qu'il ne se contente pas de se reposer sur lui, mais qu'il est aussi responsable de l'avancée du morceau, du groove et de maintenir le tempo. Une fois que le tempo est bien assis, la section rythmique peut commencer à réellement prendre vie. Voilà, portez une attention particulière à la grosse caisse et dialoguer avec le batteur, mais
Pas seulement, je dirais que le bassiste fait le lien en termes de groove entre la batterie et tout ce qui reste, tout ce qui se passe en plus, l'harmonie, la mélodie, etc. Voilà, pour finir, les bassistes, vous devez avoir bon goût. Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, a dit un jour, jouez chaque note comme si c'était la dernière. N'ayez pas peur d'avoir un jeu dépouillé et de ne jouer les notes de basse avec une précision chirurgicale, une discipline soignée. Lorsque vous travaillez, efforcez-vous de trouver la partie du meilleur goût et la plus adaptée au chant. Faites en sorte que chaque note compte et choisissez soigneusement à quel moment remplir les vides, à quel moment les laisser, pour ne pas distraire la démarche de louange. Souvenez-vous que la ligne de basse est comme la clé de voûte de la musique. Et donc elle doit être solide et de bon goût. Ensuite, nous allons parler des claviers. Votre rôle en tant que clavier est d'écouter pour voir où vous vous situez par rapport à la sonorité globale de l'ensemble, parce que vous pouvez aller sur tous les registres. Et donc, il faut choisir les sons et les parties adaptées. Jouez que ce qui est nécessaire. Donc, si vous jouez la ligne de basse, les accords, la mélodie, il n'y aura plus de place pour les autres instruments. Donc, réfléchissez, prenez des notes pour pouvoir voir comment vous inscrivez et en même temps apporter une identité au chant. C'est l'intérêt, à travers des sons, de ce que vous pouvez apporter. Ensuite, pour maîtriser votre instrument, ça implique toute une question technique et, je dirais, d'ergonomie, un peu de jouerie. Donc, explorez vos possibilités offertes par vos claviers et en même temps, soyez efficace dans l'utilisation de ceux-ci pour aller et venir dans vos pré-réglages sans vous tromper. Voilà. Et aussi, ce danger de pouvoir changer de son à l'infini, c'est de s'éparpiller. Alors, développez votre habileté donc, dans l'utilisation de vos sons et en même temps, essayez d'être cohérent et d'avoir une orientation en termes de son pas complètement disparate. Un bon pianiste soutient également ce que fait le reste du groupe. Donc écoutez la guitare électrique, soutenez-vous l'un et l'autre musicalement. Si l'un d'entre vous choisit un motif rythmique, l'autre peut apporter une ligne plus mélodique. Ou bien si le guitariste joue tout en haut du manche, vous allez privilégier à jouer un peu plus bas dans l'octave. C'est toujours une histoire de complémentarité. La guitare. Donc vous, les guitaristes électriques, vous apportez des mélodies harmoniques et du rythme. Donnez du relief, vous créez une ambiance. Donc il est facile pour vous de dominer le groupe. Alors pensez à laisser de l'espace et à jouer au bon moment. La sensibilité est la clé. Les guitaristes devraient savoir jouer de deux instruments, la guitare et le silence. Ne succombez pas à la tentation de jouer trop au lieu de sélectionner les parties qui apportent vraiment quelque chose. Ayez une importante variété de sons de bonne qualité et apprenez à maîtriser votre guitare, votre ampli et vos effets. Un des guitaristes qui m'a beaucoup influencé est le guitariste du groupe Delirious, dont j'ai toujours apprécié le côté non démonstratif, mais parfaitement dans le son et dans l'intention d'un morceau. Voilà, je trouve cet équilibre très intéressant. Pour commencer, 3 sons de base vont suffire, même s'il est intéressant que vous développiez la diversité de votre palette sonore. Un son plus pour les couplets, un son plus boosté pour les refrains et un son plus spécial pour des moments particuliers. Voilà, pensez toujours à ce dont le chant a besoin plutôt qu'à ce que vous avez envie de jouer. Pensez aussi à l'atmosphère que crée votre instrument. Est-ce qu'il apporte de l'émotion, de l'anticipation? Est-ce qu'il crée une sensation d'énergie ou de majesté? Voilà, ne faites pas de la soupe tout au long du chant en jouant des phrases sans fin qui ne mêlent nulle part. Réfléchissez toutes les parties que vous allez jouer pour chaque section du chant. Utilisez aussi votre volume pour créer des dynamiques différentes. Voilà, quoi que vous choisissiez de jouer, essayez de servir le chant et le temps de louange, les instruments de soliste, quel que soit votre instrument. Ensuite, nous allons parler des instruments solistes. Rapidement, quel que soit votre instrument, priorité sur l'accordage avant de démarrer. C'est vrai d'autant plus pour les instruments qui sont sensibles à la température, donc acheter un accordeur digital pour vous permettre de vous accorder plus facilement avec le reste du groupe. Les instruments mélodiques devraient chercher à donner de la texture au son. Bien souvent, une longue note tenue peut apporter beaucoup et changer la dynamique d'un couplet. De la même manière, jouer une mélodie entraînante et rapide peut donner beaucoup d'énergie à certaines parties du chant. Les instruments mélodiques, comme les cordes, donnent de la profondeur et de la beauté
à un arrangement, cherchez aussi à compléter le chant plutôt qu'à le dominer. La tentation la plus courante des solistes est de celle de surjouer. Mais lorsque l'instrument est utilisé pour compléter et mettre en valeur l'équipe, la musique atteint un tout autre niveau. N'ayez pas peur de jouer simple et de vous mettre à l'écart sur certains moments pour être plus présent sur d'autres. L'orgue, donc les organistes ne doivent pas avoir peur du changement. L'orgue lui-même a souvent été le fer de lance du changement dans l'Église, à plusieurs étapes, que ce soit de Handel à l'émergence du gospel. Aujourd'hui, le son de l'orgue peut offrir un soutien intéressant pour le groupe, surtout si c'est un B3, en tout cas qu'il peut être contrôlé au niveau sonore et qu'il est utilisé à bon escient. N'ayez pas peur, donc, vous, organistes, de changer votre manière de jouer votre instrument. On peut envisager que sur certains chants qui ressemblent davantage à des hymnes, l'orgue soit plus présent, alors que sur d'autres, il soit absent. Je dirais que c'est intéressant de préserver les registres propres. Donc, dans un registre classique, on va vraiment miser sur un orgue, une chorale. Mais par contre, dans un registre de pop ou de rock, c'est difficile de mélanger l'orgue avec d'autres instruments. Pour les chœurs, déterminer et connaître sa partie vocale est très importante pour n'importe quel chanteur. Les choristes vont ajouter des sonorités et de la texture vocale, donc donner de la couleur. Cherchez votre harmonisation, travaillez là. Et les harmonies sont souvent, celles qui fonctionnent sont souvent celles qui sont les plus cohérentes. Si vous n'êtes pas sûr de vous, n'ayez pas peur de coller à la mélodie, de chanter en dehors du micro ou de ne rien chanter du tout d'ailleurs. Le phrasé est la manière dont les choristes utilisent leur diction et le timbre de leur voix chantée peut ajouter de la profondeur, de l'énergie et de la variété. Donc vous devez vous caler sur la manière dont la mélodie principale est chantée, tout en ne perdant pas de vue que vous faites un soutien. Cela demande donc une sensibilité, de l'assurance. Assurez-vous que vous pouvez entendre les autres voix pour suivre le phrasé et garder la justesse. Écoutez aussi ce que le groupe est en train de faire, la dynamique des différentes sections musicales par exemple. La façon de chanter va être très différente, il s'agit d'un chant énergique ou bien d'un chant d'adoration, d'intimité avec Dieu. Il est important de comprendre aussi comment votre voix fonctionne, répond face au micro. Écoutez comment ça réagit aux différentes techniques. Voilà, chaque chanteur est unique du fait que leur instrument est leur corps, qui a été créé par Dieu à la fois puissant et vulnérable. C'est pourquoi nous sommes dans une position unique pour manifester, par notre attitude, une louange et une adoration passionnée. Ne pas chercher à être quelqu'un d'autre que soi-même est aussi un chemin pour les chanteurs et chanteuses. En conclusion, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de personnes ou de groupes qui répondent de manière physique à Dieu, que ce soit en levant les mains, dans la louange ou en se prosternant dans la crainte et l'émerveillement. Il est important que nous soyons physiquement impliqués pour inspirer et encourager l'assemblée à louer Dieu. À louer Dieu vocalement et corporellement. Beaucoup de ces idées et de ces principes seront aussi utiles pour tous les instruments présents dans votre équipe de louange. Il est essentiel de travailler beaucoup pour que les différents sons et les mélodies ne fassent qu'un. Dans le psaume 150, nous voyons un appel extraordinaire. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Nous voyons tous les types d'instruments concernés. Les tambours, les instruments à cordes, les vents, il y a des mélodies, des harmonies, des rythmes qui s'entrechoquent pour former une belle symphonie de louanges instrumentales. Je vais vous citer le psaume. Louez-le avec sonnerie de cor, louez-le avec harpe et cithare, louez-le avec tambour et danse, louez-le avec cordes et flûtes, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales de l'ovation. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia. Nous sommes encouragés à utiliser tout ce que nous pouvons pour louer Dieu. La musique est un outil incroyable. Pour la louange, elle unit les gens, rassemble les émotions, permet d'exprimer les aspirations les plus profondes. Nous sommes encouragés, et il est même recommandé d'utiliser tous les styles d'expression musicale pour la gloire de Dieu. On peut siffloter une mélodie, mais il faut un orchestre pour la jouer. Lorsque l'on joue avec un groupe, il est important de prendre le temps d'apprécier les forces et les spécificités de chaque apport musical. Cette compréhension et cette conscience sont essentielles si l'on veut faire de la bonne musique. Quand des individus deviennent un seul corps, quelque chose d'unique peut être accompli pour la gloire de Dieu. Merci pour votre écoute et belle louange à vous.